Bonjour Guillaume, bienvenue dans Biz and Bibs. Merci de m'accueillir. Je suis ravie de te recevoir. J'ai vu ton spectacle l'autre week-end, c'était génial. Je me Merci suis beaucoup. bien marrée. Même mon mari qui ne parle pas français mais qui le comprend Ah, s'est marré. trop bien, Donc merci beaucoup. C'est c'est très très, gentil. très bon signe. Ce que j'ai adoré, c'est que tu croques avec pas mal d'ironie les stéréotypes de notre époque. Oui, Les DRH, les serruriers, les Parisiens, les papas même. Et souvent, tu joues le rôle du connard, du mec qu'on adore détester. oui, Mais on a vu dans le spectacle que c'est pas du tout qui tu es, et c'est ce que j'ai envie de creuser très bien. dans cette interview avec toi. Pourquoi tu en es arrivé à faire Ouais, ces personnages-là? Surtout que tu venais pas du tout du monde de l'humour, tu ouais. travaillais avant dans un fonds d'investissement. Oui, absolument. Est-ce que tu veux que j'en parle maintenant Ben fonds oui, d'investissement. Oui, alors oui, je viens pas de ce monde-là, même si j'ai une formation classique. Tu vois, j'ai fait les cours Florent, donc forcément j'ai quand même une formation de 3 ans donc en art dramatique et j'aime le théâtre depuis toujours. Donc je dirais que j'ai pas, donc je viens pas du sérail, mais oui, j'ai travaillé en fonds d'investissement, j'ai travaillé en cabinet d'avocat, en banque d'affaires et j'ai même moi-même monté ma société à un moment donné. Donc oui, je vois bien ce monde-là. J'en parle pas beaucoup sur scène, j'en parle un petit peu parce que je parle quand même des fonds d'investissement et de ma formation en école de commerce, mais j'en parle pas forcément sur scène beaucoup de cette expérience-là que j'ai eue, professionnelle en tout cas. C'est pas un spectacle corporate, mais voilà. Donc oui, oui, c'est vrai que c'est un, on va dire que ça alimente un petit peu mon spectacle, mais indirectement, on va dire. Voilà. c'était quoi le déclic pour changer de vie? Alors, le déclic pour changer de vie, je pense que c'est toujours compliqué à dire, mais je pense que c'est la mort de mon frère. En fait, moi, moi, je viens d'une famille nombreuse, donc 7 enfants. Et donc j'ai un frère, mon frère au-dessus de moi qui s'appelle Olivier, qui est mort dans un accident de moto en 2015, donc il y a 10 ans. Et alors c'était l'étincelle si j'ose dire, mais avant évidemment ça a longtemps germé. J'ai toujours voulu être comédien et j'ai toujours repoussé, par respect des conventions bourgeoises et sociales, mon désir d'être comédien parce qu'il fallait faire les études qui correspondaient à ce que voulaient que mes parents, enfin voilà, mes parents voulaient que je fasse. Après, j'ai travaillé longtemps et je me suis perdu. Et puis, en fait, il y a des événements un peu bouleversants comme ça qui vous ramènent à l'essentiel, qui remettent un peu l'église au milieu du village. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, après ça, je me suis inscrit au cours Florent, bêtement. Et puis, je me suis dit, tiens, et puis j'ai commencé à écrire. Et puis j'ai commencé à faire des festivals où j'ai gagné des prix. Et c'est là où j'ai commencé à vouloir devenir humoriste professionnel, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment un side project au C'était début. au début, oui, et ça l'a longtemps été. D'ailleurs, pour tout te dire, j'ai encore un pied dans le monde de l'entreprise parce que tous les mardis, j'ai encore une journée au travail. C'est vrai? Parce que je suis associé encore dans une société. Ouais, ouais, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un LMBO il y a de ça 5 ans. Donc, j'ai repris des sociétés avec mon associé. Et en fait, j'ai toujours fait en parallèle les deux. En étant à temps partiel, on va dire, dans mon business. Et j'ai décidé cette année de réduire substantiellement ma présence en entreprise pour rester qu'une journée par semaine. Mon associé dirigeant la société, parce qu'on a une quinzaine de personnes quand même. Donc le quotidien de l'entreprise et moi je suis présent le mardi. Donc le mardi, c'est pour ça que je fais jamais aucune interview, aucune scène, etc. le mardi parce que j'ai encore cette activité professionnelle que j'adore, mais pour laquelle j'ai une présence symbolique aujourd'hui. T'aimes Voilà. ça, ce moite-moite dans ta vie? Parce que du coup, c'est quand même un changement de casquette Ouais, radical. Le mardi, être chef d'entreprise ouais, et le reste de la semaine, ouais. être humoriste. Bah oui, en fait, j'ai fait ça pendant presque. Ça doit faire depuis 2000. En fait, j'étais au cours Florent en 2017. Je travaillais encore en entreprise. Donc, j'étais élève au cours Florent et je créais en fait des écoles, pour tout dire, à côté. Donc, dans une société qui s'appelle encore Cartesia Éducation. Et donc, en parallèle, j'étais au cours Florent le soir et la journée, je travaillais chez Cartesia. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Après, j'ai monté mon spectacle à la Petite Loge, mon premier spectacle. Et en parallèle, je reprenais les deux activités que j'avais contribué à monter chez Cartesia pour monter Strada Éducation avec mon associé. Et j'ai toujours fait ça en parallèle. Et sauf qu'à un moment donné où c'est plus possible parce que bah, en fait, tu prends ton activité artistique, et c'était mon objectif, hein, prend beaucoup plus d'ampleur. Et donc forcément, là, il faut se libérer du temps. Et donc maintenant, je suis beaucoup plus humoriste et artiste
que chef d'entreprise, parce que je passe 4 jours par semaine, voire plus. C'est sans fin, le travail d'artiste. Il n'y a pas de limite. Mais donc, je travaille 4-5 jours par semaine sur le métier d'artiste et le seul jour que je consacre, c'est le mardi pour mon métier de chef d'entreprise. Alors, Voilà. tu es papa aussi Oui, d'un petit garçon qui oui, a presque 2 ans. Nos oui, filles sont quelques jours exactement, d'écart. exactement, Mais exactement. il s'est passé un truc en février 2024 parce que moi, je connais tellement de gens qui ont genre Oui, des enfants de 2 jours d'écart, oui, 3 jours d'écart, une oui, semaine d'écart. Je ne sais oui. pas ce qui s'est passé. Ah oui, Je- c'est vrai. Non, mais t'as raison. Donc ça devait être en mai. C'était en mai 2023. 2023. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais non, non, bien sûr, c'est vrai. J'ai un petit garçon qui est évidemment qui est comme je pense ton fils, hein, le centre de nos vies aujourd'hui. Même si j'ai quand même beaucoup de chance d'être avec quelqu'un, avec ma femme qui s'occupe beaucoup de lui, parce que sinon ce serait impossible de concilier tout ça. Ouais, Voilà. justement, tu fais comment? Parce que tes semaines, elles sont chargées. Là, en plus, tu vas partir En en tournée. tournée. Oui. Là, tu es actuellement donc à Paris pour Ouais. ton spectacle jusqu'à mi-février, Jusqu'en mars, en fait. jusqu'en Jusqu'en mars, mars. on joue jusqu'en mars et après, avril-juin, je fais une tournée. Et là, c'est marrant parce que j'ai dîné avec Blandine Lehoux. Je sais pas si tu vois qui Oui. c'est, voilà. Blandine, qui est dans la même boîte de prod que moi, donc Popopo, et qui me disait que la tournée, c'était parfois difficile, notamment pour la vie de famille. Ouais, elle en Et parlait sur voilà. VIP chez Marie il y a pas longtemps, ouais, la Et conciliation. c'est dur, c'est dur. Ouais. Alors, je pense que c'est dur en même temps. Et donc après, je suis allé voir mon emploi du temps, mon petit calendrier fait par Juliette, ma productrice, et j'ai vu qu'effectivement c'était un peu hardcore. Donc mais après il y a des semaines un peu plus cool. Mais non, je pense que en fait le fait que moi ça fait 18 ans que je suis avec ma femme. Donc en fait, si, elle a tout vu, elle a tout vécu. Donc j'ai envie de te dire, je pense que ça va pas être un choc. Si ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, je pense que là ça serait un Ouais. peu brutal. Mais quand tu as vécu 18 ans avec une personne, j'ai envie de te dire, vraiment, elle a tout vu. On était étudiants en droit ensemble. Elle m'a connu préparant les concours d'école de commerce. Elle m'a connu reprenant une société. Elle m'a connu. Elle savait dans quoi elle Ah oui, s'engageait, bien quoi. sûr. Et elle sait que je travaille beaucoup et que enfin, donc, et le travail pour moi, c'est quand même, je suis obligé de dire, une forme de priorité. Donc voilà. Mais pour l'instant, du coup, donc tu fais tes spectacles, mais tu rentres tous les soirs chez toi pour Ah oui, oui. profiter de ta famille Oh et oui, tu arrives à trouver cet équilibre justement pour oui. Je prends. vraiment Oui, endosser ton rôle de papa, être humoriste, entrepreneur. oui, c'est-à-dire que oui, je vais pas en boîte et je prends pas de la coke le soir. Je pourrais pas. Non, non, mais plus sérieusement, ouais, j'ai une vie hyper rangée, très conservatrice, hein. Voilà, je rentre à la maison, j'ai ma femme et mon fils. Et parfois, c'est vrai que c'est quand tu rentres et que ça, en ce moment, c'est le cas, il est un peu malade. Tu connais le On truc, c'est que parlait des microbes justement juste voilà. avant. Et bah, tu rentres le soir à 23h d'un plateau, par exemple, ou d'une scène, et là, ça pleure. Là, c'est très Ouais, dur. Je là c'est reconnais que dur. c'est hardcore. Parce que tu as juste envie d'avoir du calme. Et en Mm. fait, tu vois, tu rentres tard. Parce que bah, tu rentres à 23h, tu as ton fils qui pleure. Ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais sinon, à part ça, oui, j'ai une vie ultra, ultra rangée et très, encore une fois, orientée sur le travail et ma famille, quoi. Est-ce que devenir papa, ça t'a inspiré pour tes scènes, pour l'humour, pour ton spectacle? Alors, je pense que beaucoup moins que certains, parce qu'il y a beaucoup de gens qui quand même, tu vois, j'ai un copain, Guillaume Fosco, par exemple, que j'adore, et son spectacle est super. D'ailleurs, je conseille aux gens d'aller le voir, hein, qui s'appelle Daron Fragile. Lui a tout orienté Ouais. là-dessus. Bon, t'as Marine Honardi, évidemment, on n'en parle pas, qui a un succès immense et qui a tout tourné autour de ça. Enfin, tourné son spectacle, en tout cas, autour de ça, même ses réseaux, hein, l'ensemble de tout ça étant très homogène. Moi, je fais quelques emprunts dans le spectacle, mais on pourrait presque considérer, comme dit mon metteur en scène Nicolas Vital, que c'est un spectacle de célibataire. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais enlever la partie sur mon couple et mon enfant, et il resterait quand même suffisamment pour faire un spectacle entier autonome. Donc ça m'inspire, mais j'en fais pas quelque chose de fondamental, sauf si j'en fais, c'est quand je fais des vidéos, tu sais, je fais des vidéos sur Instagram où je parle Ouais. de la vie de couple, où je parle quand même de la charge mentale des hommes qui est évidemment très réduite par rapport à celle des femmes, encore aujourd'hui en 2025, parce que c'est quand même ça le sujet. Ça, je m'en inspire, mais plus pour les vidéos que pour la scène. J'ai une Ouais. petite scène dans le Ou spectacle quelques là-dessus. couvertures, Ah ouais, etc. Ouais. totalement, la couverture, oui. Parce que C'est-à-dire qu'en Guillaume fait, a, oui. voilà, fait des fausses couvertures de magazines, mais sur le Parisien du 16e, le Daron, Oui, voilà. le manager, l'utilisateur de l'application Strava pour les coureurs. Oui, oui, je m'en inspire, mais plus pour les réseaux, je pense. En tout cas, j'y trouve plus une expression sur les réseaux que sur la scène pour l'instant. Finalement, ta vie un peu d'avant, entre guillemets, dans le fonds d'investissement, la start-up, l'entrepreneuriat, c'est ce qui t'inspire Ouais. aujourd'hui
Ah oui, les oui, stéréotypes bien sûr, bien pour sûr. ton spectacle. En fait, ce qui m'inspire, c'est la vie de tous les jours. Et même tous les personnages qui sont dans le spectacle que tu as pu voir, ça vient de gens que je connais. Voilà, par exemple, Julie, celle qui est dans le Perche, bah, c'est une personne que je vais pas citer, mais que je vois très bien. C'est un mix de plusieurs personnes. Le Business Angel, c'est mon père. Et c'est complètement lui. Enfin, complètement lui, évidemment caricaturé. Mais il faut toujours partir, je pense, en existant pour que ce soit amusant. Et après, oui, bien sûr. Enfin, pardon, mais toutes mes vidéos sur les RH, le manager, etc., c'est des vidéos qui sont inspirées de ce que je peux observer en entreprise. En fait, ça fait 15 ans que je travaille en entreprise quand même. Enfin, donc, je pense avoir vu beaucoup de choses. Et puis le tertiaire, de façon générale, est très drôle. C'est un terrain extraordinaire de vannes, quoi. Le tertiaire, mais aussi, encore une fois, Strava, tu vois. Moi, en fait, je fais quand même beaucoup de choses. Et étant un peu hyperactif, j'ai tellement je fais tellement de trucs à côté, même tu vois, hier, je suis allé courir. Je me suis dit, tiens, il y a des vannes à faire sur Strava, parce que j'étais sur Strava. Et en fait, et quand quand je travaille dans ma boîte, bah, je vois des choses. Hein, dans les entretiens annuels, par exemple, je vois des choses et je me dis, tiens, ça pourrait être. Donc, je me sers de tout ça, bien sûr. Ça, voilà. Là, donc ton business, il roulait et tu Oui, avais ta carrière quand même qui s'était construite petit à petit avec les cours Florent, les spectacles, ouais. etc. Quand tu es devenu papa, t'en étais où par rapport à tout ça et comment est-ce que tu as fait pour t'organiser par rapport à cette nouvelle Hmm. dynamique de famille et de vie? Alors, quand je suis devenu papa, c'était donc il y a 2 ans, en même temps que tu es devenue maman. Mais alors, concrètement, c'était une année quasiment consacrée. C'était une année un peu vide, complètement artistiquement pour moi. Enfin, vide. En fait, elle était très particulière. En fait, j'ai monté un premier spectacle qui fonctionnait à la petite loge et après, je suis allé au Métropole avec. Et donc, le Métropole, c'est une salle de 100 places. C'est un petit peu comme le Petit Palais des Glaces. Donc, c'est vraiment une salle où tu vas rôder ton spectacle, etc. Et au Métropole, je jouais devant 7 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans une salle de 100 et je jouais Ok. devant 7. Donc c'était très compliqué, j'arrivais pas à remplir. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de réseau. J'avais mes réseaux sociaux, j'avais 800 abonnés sur Instagram. Ok. Donc j'étais vraiment in deep shit. Et à l'époque, mes productrices de l'époque, Perrine et Mélissa, donc les productrices de la Petite Loge Production, m'ont dit bah en fait on va arrêter là. Je pense que ça sert à rien. Il faut que tu fasses que des vidéos. En fait, il faut que tu reviennes sur scène Faut que tu avec quelque construises chose. d'abord ta crédibilité Exactement, sur les réseaux. exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que fin 2023, début 2024. Donc c'était donc voilà, Pauline était enceinte. Et donc le bébé allait arriver donc en février. Et là, je me dis, ok, bah j'ai plus rien, j'ai plus de spectacle, j'ai plus de programmation, j'ai rien sur les réseaux. Il faut que je construise quelque chose. Et c'est une année que j'ai consacrée quasiment intégralement à faire des plateaux d'humour, mais pas non plus tous les soirs, mais quelques plateaux d'humour pour voilà. Et surtout, j'ai mis le paquet sur les réseaux. Donc je me suis Mm. dit, je vais publier une vidéo par semaine, toutes les semaines. Et puis ça a duré des mois, des mois, des mois. Et en fait, je me souviens très bien quand donc mon fils est arrivé en février, ça marchait toujours pas. J'avais très peu d'abonnés sur les réseaux à l'époque par rapport à aujourd'hui. Et j'y arrivais pas. Et ça marchait pas. Et je me souviens que même la semaine, parce que c'était une loi des reins pour moi. Je voulais absolument publier une vidéo par semaine, toutes les semaines, invariablement, quel que soit. Et même la semaine où ma femme a accouché, j'ai publié une vidéo. Et c'est fou, mais vraiment, et j'avais programmé une vidéo d'avance, et je revenais de la maternité, et je me suis filmé, je l'ai diffusé, et voilà. Parce que je me suis dit, en fait, il faut une espèce de régularité métronomique pour espérer que ça fonctionne à un moment donné, voilà. Et en avril 2024, parce qu'il y a toujours une vidéo qui pète. En fait, Ouais, il y a toujours un truc, tu sais, voilà. ouais. Et en avril 2024, je me souviens, je suis en vacances, je prends enfin des vacances avec ma femme et mon fils. On est. Puis tu avais un congé aussi peut-être, non? Congé paternité Exactement, ou c'était exactement ça. J'avais mon congé paternité, je te jure que c'est vrai, et les c'était fou. vacances, tu viens d'avoir un nouveau-né. Ouais, et j'avais bien d'avoir un nouveau-né, et on est en avril. Et là, je dis, et je me souviens que je m'engueule avec mes potes qui étaient avec moi, parce que je leur demande en fait un truc, et bref, ils veulent pas. C'était un truc sur les. En gros, j'avais juste besoin d'une amorce de dos, et ils voulaient pas apparaître dans une vidéo. Donc je me dis, ok, donc là c'est vraiment la loose. Quand personne ne croit en toi, et que même tes potes te disent non, je veux même pas apparaître dans tes vidéos qui sont tellement merdiques que ça m'a. Et là, je me vois avec Pauline en porte-bébé qui me filme. Donc elle me filme. Donc on a fait des vidéos. Je lui dis, ok, c'est vraiment une vidéo. Je pense que c'est la dernière parce que j'en peux plus. Elle me filme, etc. Elle a Gaspard qui est dans les bras. Elle me filme sur la plage, sur machin, sur le truc. Et la vidéo a fait 6 millions de vues. Et c'est ça qui a lancé le truc. Donc en Ah fait, ouais. derrière la vidéo qui a le mieux marché sur mes réseaux, qui a fait 6 millions de vues, et qui m'a, ce que je dirais, sorti de l'indigence, parce que je suis passé vraiment à 15 000 abonnés. Et donc en fait, à l'époque, 15 000 abonnés, c'était beaucoup. Et donc je suis sorti un peu du bois grâce à cette vidéo. Et c'est au moment où. Et qui est derrière la caméra? C'est ma femme qui me filme avec mon fils en porte-bébé qui pleure. Et en fait, on est obligé de refaire les prises parce qu'en fait, entre les prises, il pleure.
Et voilà. Et c'est ça qui a lancé le truc. Donc en 2024, c'est quand le bébé arrive, eh ben, je suis en plein en train de chercher à percer sur les réseaux. Et j'ai percé en même temps que mon bébé venait d'arriver, quoi. C'est dingue. Ouais, de Voilà. connaître du coup Bah, l'histoire, le contexte qu'il y a derrière ouais. cette vidéo, Ouais, c'est c'est... dingue. Et en fait, il y en a plein. Et tu vois, la vidéo sur Biarritz, alors la deuxième vidéo, c'est marrant parce qu'à chaque fois que ma femme me filme, on fait des millions de vues. Parce que Il faut qu'elle te filme plus souvent, je crois alors. qu'il faut qu'elle me filme plus souvent. Et en fait, il y a une vidéo, tu vois, que j'ai faite cet été sur Biarritz. Et bah, c'est ma femme qui, pareil, on se retrouve donc 1 an et demi plus tard. Là, j'ai 130 000 abonnés. Et elle est avec la poussette, donc le bébé a grandi, mais elle est encore en train de me filmer là. Et cette vidéo, elle a encore fait 1,5 million. Voilà. Est-ce que Voilà. tu penses que devenir papa, ça t'a rendu encore plus déterminé à te lancer, etc. Je m'explique. Moi, je sais que quand je suis devenue maman, même avant que mon fils naisse, c'était, Ouais. en fait, je vais avoir une nouvelle bouche, une nouvelle responsabilité. Il faut que je m'accomplisse moi Oui, pour donner le meilleur oui, à mon fils parce oui, que je sais que je vais avoir beaucoup moins de temps ensuite. oui, Donc, il faut que je bosse pour moi oui, d'abord. oui, tu as Est-ce que raison. tu as eu cette pensée aussi qui t'a traversée Ta ou... pensée me fait penser à celle de mon père. C'est vrai? Oui, mon père disait, en fait, parce que mon père a fait quand même donc 7 enfants, donc il a 7 enfants, et il disait parce qu'il est entrepreneur lui-même, il est chef d'entreprise, et il disait qu'à chaque fois qu'il avait un nouvel enfant, ça lui donnait, en fait, il se posait moins de questions, et il travaillait encore plus. Donc il y a une espèce et que tu disais une bouche à nourrir, etc. Il y a ce truc un peu extrêmement pragmatique. D'un moment, il faut que ça fonctionne, quoi, parce que t'as pas le choix, en fait. Ouais. Donc je trouve que mais ça me fait moi c'est plutôt que je me disais parce que je dirais l'aspect financier, c'est pas que je l'ai sécurisé, c'est qu'en fait j'ai quand même Tu une avais entreprise déjà qui fonctionnait, l'entreprise à donc côté, ça ouais. fonctionnait, donc j'avais quand même une rémunération et puis en fait j'avais des participations dans l'entreprise, donc je dirais que je m'inquiétais pas là-dessus. Par contre, en revanche, je me suis toujours dit que j'étais obligé de faire en sorte que ça marche. C'est-à-dire que quand même, quand tu te lances, tu vois, dans un spectacle, t'as pas envie de. En fait, c'est quand même très engageant de faire rire des gens et en plus quand tu t'exposes sur les réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment Ouais. donné où tu dégrades ton image. Parce qu'en fait, il y a quand même une phase où tu as un creux où tu vas. Tu as une image qui a été construite par tes études, par ton métier, par la réputation sociale que tu vas avoir. Et donc, au début, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, j'ai pas commencé à 18 ans. Donc, j'avais déjà tu vois, j'ai Ouais. fait des études supérieures. Tu avais J'avais déjà une un image, statut. Guillaume, l'entrepreneur, le J'avais, chef d'entreprise et... ouais, j'avais déjà un statut. Donc en fait, quand commences à faire des vidéos pour faire marrer les gens, là, tu dégrades clairement ton statut. C'est-à-dire que donc il faut pas que ça dure trop longtemps parce que ce creux, parce que t'imagines, tu vois, t'as construit un statut, t'as construit quelque chose, une image. Tu commences à faire des vidéos face cam pour faire marrer les gens. Là, bah, clairement, les gens se disent, ouh, waouh, c'est pas drôle et ça fonctionne pas. Et en fait, parce que toi-même, tu apprends ton métier Hmm. en le faisant. Et donc là, je me suis dit, faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut que j'arrive à trouver le truc pour que je commence à avoir une résonance, une forme de petit micro-succès. Sinon, en fait, c'est hyper gênant. Parce que l'humour sur Instagram qui ne marche pas, c'est extrêmement gênant. Enfin, tu vois, non mais c'est terrible, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais des facecam, tu fais des vannes, et en fait, t'as Ouais, et 300 puis toi, vues. tu te sens peut-être C'est horrible. aussi attaché à la plateforme. Enfin, Ah tu oui. dépends vachement des performances d'une plateforme. Mais C'est... totalement, totalement. Je suis à la fois extrêmement dépendant. Donc je me suis dit, il faut que ça marche. Ça marche pour moi, pour mon fils, évidemment, parce que je me dis, bah, il faut pas il ait honte de son père. C'est-à-dire que si il a 5 ans, il commence à comprendre les trucs et que il voit que son père est en train de faire des facecam et qu'il fait 500 vues, c'est terrible. Enfin, je trouve que pour un enfant, quand même, l'image que ses parents renvoient, tu peux devenir à 15 ans pour ton fils un loser parce qu'en fait, bah, à 15 ans, j'écoutais Georges Clooney hier sur un podcast, il expliquait justement que son fils de 15 ans, son fils s'habille en Batman pour Halloween. Et donc à un moment, il dit à son fils, tu sais que moi j'ai été Batman au cinéma. Et son fils dit, non, non, t'as pas été Batman, enfin, genre, t'es une merde. Georges Clooney, enfin tu vois le truc quoi. Donc on est toujours, quelle que soit la personnalité qu'on a et le succès qu'on a professionnel, on est toujours le loser pour ses enfants quand ils ont 15 ans. Mais je dirais que, voilà, mais en attendant, on est un peu le héros de ses enfants, et je pense que, enfin en tout cas jusqu'à 15 ans, on est un peu le héros de ses enfants, et j'avais pas envie d'être le héros loser, le Ouais. père qui est là, qui lose un peu, qui a du mal à remplir sa salle, qui fait des vidéos face cam horribles qui marchent pas, enfin non, voilà. Oui, donc finalement, ça t'a Ah, ça, impulsé encore plus évidemment, à... t'as pas envie Ça d'être... t'a donné la niaque Oui, pour, bah oui, en fait c'est un pour y carburant aller. Ouais. incontestable, c'est un carburant incontestable. Et alors, comment est-ce que tu as fait donc, pour combiner ce succès qui grandissait sur les réseaux, qui, je suppose, t'a aussi amené plus d'opportunités pour des spectacles, pour des plateaux, avec du coup ce nouveau-né, avec ta femme, comment vous êtes organisés? Ah, je vais être honnête, alors déjà, succès, je sais, parce que, en fait, c'est toujours, tu sais, on est toujours succès, oui, c'est-à-dire que j'ai un peu plus de 200 000 abonnés sur les réseaux, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont, si tu veux, quand je vois parfois, je sais plus, hier, j'ai regardé un gars, il y avait 25 millions d'abonnés, je sais plus.
C'est toujours dit, putain, la vache, c'est très très fort. Donc, non, non, mais donc, on va dire ce petit succès ou cette petite étincelle, c'est clairement, c'est extrêmement prenant. Parce que, ouais, parce que pour quand même percer un peu, pour avoir plus de 200 000 abonnés, c'est que ça demande énormément de travail. Et ça demande en gros que l'autre personne prenne beaucoup plus Oui, à et sa puis charge. les abonnés ne le rémunèrent pas. Ah non, C'est absolument, c'est de la monétisation de temps, tu ouais, vois? C'est effectivement le spectacle et moi j'ai de la chance, c'est que mes abonnés, aiment suffisamment mon contenu pour venir et prendre des places de spectacle. Donc ça, j'ai beaucoup de chance parce que je sais que c'est pas toujours le cas. Mais, et donc, non, comment ça s'est passé? Bah, c'est ma femme qui est incroyable, enfin, je suis obligé de dire, elle travaille dans quoi? elle est, responsable du recrutement, chez OK, Balenciaga. Donc, OK. voilà, et donc, elle a un vrai travail, voilà, elle a des vrais horaires, elle a un vrai métier mais elle s'occupe, beaucoup de mon fils. J'ai beaucoup de chance aussi, j'ai ma belle-mère est très sympathique, Catherine, que j'embrasse et qui elle, s'occupe aussi de mon fils, quand même quand je suis pas là. Donc c'est voilà, je prends ma charge parce que tu vois, enfin je vais quand même l'emmener à la crèche, régulièrement, je le prends, régulièrement le soir pour que ma femme puisse avoir, un dîner entre copines et cetera. Mais clairement elle fait beaucoup plus que moi et ça j'ai beaucoup de chance, parce que, bah, elle m'aide énormément. Enfin, c'est Mmh. incontestable. Sans ça, honnêtement, j'aurais énormément de mal. Est-ce que quand toi, tu es plus là, du coup, ça lui libère, plus de temps pour elle? Est-ce qu'il y a un Oui! peu comment on dit? Un Un compromis équilibre? comme ça, un équilibre? Oui, enfin, je pense qu'elle est je pense que si elle n'était pas heureuse, je serais pas moi-même et je pense qu'on ferait Ouais. autrement. C'est un couple, c'est un équilibre. Donc en fait, je pense qu'elle est quand même heureuse dans cet équilibre, j'en suis même convaincu. Elle sait que le travail, c'est très important pour moi. Elle me laisse beaucoup de temps. Donc, mais non, non, c'est sûr que c'est alors quand en gros le week-end, je suis là avec mon fils, oui, j'ai quand même, j'essaie de prendre 3 4 heures pour aller, pardon, mais tu vois, là, on va acheter un sapin de Noël, on va le faire ensemble, ça va être sympa. On va parfois au parc et ça, c'est cool. Mais sinon, le reste du temps, bah, je suis obligé de dire que je travaille, j'écris, je prépare la vidéo la semaine d'après. Tu travailles Enfin, même les week-ends? ah oui, oui, oui. Enfin, le week-end, pas tous les week-ends, Ouais. pas tout le temps, bien sûr, mais c'est assez rare que j'ai 2 jours complètement off. Je Mmh. pense, j'ai souvent, ça va être un travail, souvent d'écriture, souvent de l'écriture, ou, mais oui, c'est pas, c'est, en fait, le métier d'artiste, c'est pas vraiment un métier, mais C'est quoi le business model derrière, le métier d'humoriste? Parce que à mon micro, j'ai eu beaucoup donc d'entrepreneurs et dans plein d'univers ouais. différents. Toi-même, tu es Mmh. entrepreneur, mais j'ai pas eu d'humoriste encore. Ouais. Donc Alors je pense que c'est pas très rentable, c'est pas extrêmement rentable. Mon business model, il est très singulier parce que encore une fois, j'ai encore un pied dans l'entreprise et j'ai une entreprise à côté. Donc en fait, si tu veux, mon business model, il se complémente avec, voilà. Si j'étais humoriste seul, je pense que j'arriverais à vivre de mon métier. Aujourd'hui, j'ai de la chance, j'arriverai à vivre de mon métier, mais c'est pas parce que là, je suis en phase de développement. La phase de développement, c'est une phase où, en fait, d'investissement, où comme dans une startup, en fait, très schématiquement, les contrats sont toujours les mêmes quand tu es en contrat de prod, c'est 3 ans. Donc on dit souvent qu'il faut 3. Alors Juliette va te dire, et elle a raison, et c'est elle qui m'apprend, parce que j'y connais pas grand-chose. Elle va te dire il faut 4 ans ou 5 ans pour construire vraiment quelque chose. Donc, mais les premières années, c'est vraiment comme une startup. Bah, en fait, tu crées du déficit, tu crées pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire, notamment quand tu as une prod. En autoprod, tu peux encore le faire. Mais tu vois, même quand tu remplis comme moi, et je suis complet depuis septembre, on a vendu plus de 2600 places et voilà, et ça marche bien. Je suis complet à peu près tout le temps. Mais même en étant complet, tu tu vas as beaucoup de pas. prestats à payer quand même. Tu Bah, as la tu ouais, as bien la sûr, le prod, la t'as la, salle, t'as donc en la, t'as fait, la- il y a bah, bien sûr, le bien sûr. fromage est vite, grignoté Il est vite finalement. grignoté, tu as Mmh. des paniers moyens qui sont quand même pas très élevés, c'est-à-dire que c'est quand Ouais. même 22 € le bout. Enfin, je veux dire, tu vois, tu vois, et c'est là où moi je m'extrais complètement de ma vision d'entrepreneur parce que en tant qu'entrepreneur, je dirais à n'importe qui, il faut des paniers élevés, il faut des paniers très élevés, il faut être plutôt dans le haut de gamme très souvent parce que sinon c'est très très difficile de marger, en tout cas dans les pays comme la France où en fait t'as énormément de frais, énormément d'impôts, etc. Si tu veux marger et faire de la marge et vivre, il faut que tu vendes tes produits assez chers ou Mmh. tes services assez chers. Et d'ailleurs, vaut mieux être dans l'économie de services que l'économie de produits, j'en suis Ou convaincu. diversifier et dans ces Ou cas-là, diversifier. Mais mmh. c'est clair qu'il faut, en tout cas, moi, à chaque fois que je vais dans une boulangerie, que je me dis, putain,
c'est 2,50 €, il faut vraiment faire, enfin, 1 million divisé par 2,50 €, combien d'actes de commerce il faut le faire, combien de commandes il faut faire pour arriver à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est monstrueux. Donc vaut mieux plutôt partir avec des paniers moyens à 2 000 €, si tu veux, tu vois, en service ou en produit, pour espérer faire plus vite 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est con, mais c'est comme ça que je Ouais, pense. ouais. Moi, je vends 22 € ma place, ou 25 € à partir de janvier. Bon, 25 €, Et c'est toi 1 qui million divisé par décides le 25 €, prix voilà, ou c'est ça. c'est lié aussi par rapport à la salle, Non, c'est beaucoup lié à la salle. C'est lié à la salle, incontestablement. Tu regardes quand même ce que font les gens qui sont programmés dans cette salle. Parce que tu vas pas être à 50 € au Petit Palais des Glaces. Il n'y a Ouais. pas de vestiaire, il y a pas de voiturier. C'est pas vraiment un truc. Donc, non, tu peux pas. Tu as une économie quand même générale qu'il faut respecter lorsque tu arrives dans les salles. Donc, c'est la salle, effectivement, qui indique quand même Et puis après, tu as. Voilà, donc c'est principalement la salle. Je suis obligé de dire que c'est quand même la salle. Et donc, alors, comment ça marche? Moi, en fait, comme tu es auteur, donc, je suis auteur de mon spectacle, co-auteur de mon spectacle, parce que j'ai une co-autrice qui s'appelle Emma Defoucault. Et donc, à deux, on partage les droits d'auteur. Et quand même, les droits d'auteur, ça te finance quand même pas mal, parce que tu prends, on va dire, à la billetterie, tout en haut de la billetterie. Donc, en fait, tu as 10% de droits d'auteur, donc tu prends les 10% de droits d'auteur qui sont 10% de billetterie. Et après, moi, je suis rémunéré en tant qu'artiste par la prod qui me rémunère pour chaque spectacle, et je suis coproducteur du spectacle. Donc en fait, tu as trois entrées, tu as auteur, artiste, interprète et coproducteur du spectacle. Mais coproducteur, c'est à la fin de l'exploitation que Ouais. tu te partages, on va dire, ce qui reste. Et ce qui reste, encore une fois, c'est pas au bout de 3 ans qu'il va rester grand-chose, c'est vraiment plutôt au bout de 4-5 ans que là, tu peux commencer à faire une économie intéressante. Donc je dirais, là, je suis dans une phase de développement, donc je suis dans une startup, donc je vais pas regarder. En fait, ça m'intéresse même pas. Presque. Ça m'intéresse même pas de regarder les comptes de la coproduction parce que je sais que ça n'a pas d'intérêt. Et C'est toi, comme une c'est la startup. salle, c'est voir, Il faut que ça soit rempli, il faut que ça ouais, soit complet. Voilà, les KPIs, si j'ose dire, excuse-moi, les KPIs humoriste. exactement, voilà, et d'humoristes en début de carrière sont les mêmes en gros que celles d'un start-upper au début de sa startup, c'est-à-dire nombre de clients, traction, intérêt pour le public, mais pas rentabilité. Quand tu montes un projet, franchement, la première année, t'es pas rentable, la deuxième année, t'es pas rentable. La troisième année, éventuellement, tu as le point mort, et quatrième, tu commences à gagner de l'argent. Bah, c'est la même chose, en fait, dans un spectacle. Donc là, l'idée, c'est de construire quelque chose, de financer du déficit, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que ça va monter à un moment donné. Enfin, il faut financer du déficit, quoi. Donc il faut être à l'équilibre, le plus tôt possible, et globalement, on est à l'équilibre. Mais il faut pas en tout cas, il faut pas creuser trop longtemps le déficit, mais il faut se dire, première année, tu crées pas beaucoup d'argent, deuxième année, pas non plus, et puis troisième, quatrième année, c'est là où ça commence à Mmh. fonctionner, quoi. Et à quoi tu penses avant de monter sur scène, tous les soirs, pour ton Euh, spectacle? Parce à que ça quoi doit je être quand même pense? intimidant de se retrouver devant un public nouveau aussi. Oui, à chaque fois. Oui, oui, à chaque fois, les gens. Oui, il y a quelques personnes qui reviennent, mais je me dis souvent, avant de monter, il y a le rideau, tu vois, enfin, et je suis derrière le rideau et je me dis, il faut parler aux gens. Voilà. Je me dis, parle aux gens. Parce que en fait, parce que c'est l'écueil important quand tu as un texte, c'est de le réciter. Ouais. C'est le premier écueil, c'est de le réciter et de ne pas vivre le moment. Et en fait, les gens sont là pour vivre un moment et pour vivre une expérience Puis qui est qu'on unique. se l'avoue, nous, on aime bien être pris à partie quand même un petit peu aussi. On est Exactement. là pour se faire, Oui, un peu roasté. Et en fait, et je pense que les gens. Alors, t'as plein d'humoristes qui vont être dans leur texte et qui vont jamais en sortir. Et je trouve ça très bien. Une Florence Foresti, par exemple, tu la verras jamais faire de Oui. l'interaction, faire du crowd work, comme on dit en stand-up. Je pense que déjà, il y a deux choses. Le premier, c'est que Florence Foresti, par exemple, ou de tous ces artistes-là, ont réussi avant Mmh. l'avènement du stand-up. Et donc, mais aujourd'hui, C'était pas forcément du stand-up d'ailleurs, c'était un mais spectacle, c'était un c'était un spectacle. Et alors, c'était de l'humour, c'est de l'humour, c'est pas du stand-up. Mais ouais. disons que il y a quand même en fait, il y a une histoire de l'art quand même. Et en fait, tu rentres toujours dans une période, quoi, dans ton histoire de l'art, si je veux dire. Et en fait, il y a eu avant et après l'explosion du stand-up, Mmh. qui date de, je dirais, d'il y a 10-15 ans, quoi. Où là, aujourd'hui, la mode, mais c'est presque une espèce d'hégémonie du stand-up sur toute autre forme d'humour aujourd'hui, à Paris, par exemple, et en France, de façon générale. Je pense que. Donc, la question, c'est quand est-ce que tu rentres et que tu perces? Ouais. Florence Foresti, elle a percé avant. Donc, elle est pas obligée aujourd'hui de faire. Tu vois, elle a son public, elle n'est pas obligée de faire l'interaction. Quand tu rentres en 2025 dans le monde de l'humour, entre 2020 et 2025, tu ne peux pas être étranger au fait que les gens attendent aujourd'hui un peu d'interaction et un peu de vie et un peu de sortie de texte. Ceux qui ne le font pas, il y en a encore,
mais c'est très dur, je trouve. Parce que les gens attendent ça, parce que le public attend ça. Parce qu'en Ouais, c'est 2025, notre relation avec le c'est public, notre quoi. relation avec le public, et puis le public, en Mmh. fait, il est tellement. Et le public qui vient des réseaux sociaux, il est aussi alimenté par cette représentation qu'il a de un humoriste sur scène. Il faut qu'il parle, il faut qu'il roaste un peu la personne au premier rang qui met ses pieds sur la scène, qui arrive en retard. Et de fait, il y a aussi un autre truc, c'est que. Donc moi, j'en fais, et ça me plaît, et j'adore ça, parce que je pense que ça fait partie des canons du genre aujourd'hui. Et j'aime bien les figures imposées, et ça participe des figures imposées aujourd'hui que je m'impose pour le public, et parce que aussi ça apporte beaucoup de fraîcheur. Ça apporte beaucoup de fraîcheur, et ça rend la date unique. Voilà. Et donc, mais je me dis, avant de monter sur scène, je parle de mon texte, et pas forcément d'interaction. Je me dis, parlez aux gens, il faut parler aux gens, tu parles aux gens. Parce qu'il y a une différence entre parler aux gens et réciter son texte. Et Ouais. voilà, réciter son texte, c'est ennuyeux au possible. Sinon, les gens Non, regardent non, Netflix, en fait. on s'amuse bien à Voilà. ton spectacle. Voilà, bah, merci beaucoup. Et d'ailleurs, on s'amuse bien aussi par rapport aux exemples et aux personnages que tu évoques, puisque donc ton spectacle est riche en personnages, en stéréotypes. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué parce Ouais. qu'on est dans Biz and Bibs, on parle beaucoup donc de reconversion professionnelle. C'est Julie qui plaque tout pour ouvrir une maison Maison d'hôte, d'hôte. un gîte dans le Perche, voilà, Ouais, qui vient de exactement. Paris, la bobo parisienne qui ouvre une maison d'hôte dans le Perche. Et ça marche pas très bien, elle a un peu de mal à faire fonctionner sa maison d'hôte et elle fait un burn-out. Et est-ce que toi, la question d'avoir du sens, de créer quelque chose qui a du sens, peut-être le burn-out, c'est des choses que tu as pu vivre autour de toi, expérimenter, observer ou toi-même traverser? C'est une excellente question. Bien sûr, c'est une excellente question. Alors, non, Julie, d'abord, oui, c'est une archétype. Moi, j'adore travailler sur les archétypes. Tu parlais de stéréotypes tout à l'heure, c'est extrêmement juste. Julie, d'abord, euh, c'est une personne que j'ai rencontrée. Voilà. Donc, je vais pas te dire qui c'est, mais c'est Non. quelqu'un de mon entourage. En fait, c'est un mix entre deux personnes, Ouais. entre deux femmes qui ont monté pareil, une maison d'hôtes dans le Perche, et que j'ai rencontré, et donc qui m'ont permis de construire Julie, quoi. Le burn-out, la quête de sens, bah, c'est des termes qui sont, pardon, à la mode aujourd'hui, et donc je vais utiliser dans mon spectacle parce que ça fait résonance avec la culture populaire d'aujourd'hui, quoi, la quête de sens. Et j'ai aussi le sentiment que c'est la quête de sens. Ce sont des questions qu'on se pose. Enfin, le sens de ce qu'on fait est quand même une question de bourgeois au sens sociologique du terme. C'est-à-dire que j'ai quand même conscience que c'est des questions qu'on se pose quand on est tout en haut de la pyramide de Maslow, et au sommet du triangle isocèle de la civilisation occidentale. C'est-à-dire que je ne pense pas que le gars qui vit au Pérou, et qui est au fin fond de la montagne, et qui fait 5 heures à dos d'âne pour aller choper de l'eau, se demande si Ouais. ce qu'il fait a du sens, quoi. Donc je pense quand même que c'est. Mais c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, c'est à la fois d'interroger cette quête de sens qui est extrêmement importante, et que moi j'ai ressenti, parce qu'il y a bien un moment où je me suis dit non, j'ai envie de devenir artiste, et j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'avoir de la création. J'ai envie de travailler dans la création, voilà, de façon générale. Et ça va passer par l'écriture. C'est comme ça que j'ai. Voilà. Donc j'ai bien conscience que. Mais j'ai bien conscience aussi que j'avais mon petit statut de bourgeois qui pouvait se poser la question de savoir. Parce que, quand même, en France, on peut faire une rupture conventionnelle. Et puis, en fait, on peut quand même financer ses désirs. Oui, c'est quand même confortable. Tu peux avoir le chômage, tu Oui, tu peux peux. avoir le chômage, tu peux. Donc il y a ce truc. J'ai bien conscience que c'est quand même des questions qu'on se pose quand on est en centre-ville et on a de la chance et qu'on a fait des études supérieures, donc on a un matelas de sécurité quand même, parce qu'en fait on sait très bien que si ça marche pas, on peut repartir dans l'entreprise, et voilà. Hmm. Donc et Julie, c'est un peu l'archétype de ça, quoi. Mais moi je trouve ça extrêmement légitime. Non, et puis ça parle beaucoup, hein, Bah parce oui, bah que oui, c'est... Enfin, bien voilà, sûr. quand on a autour de 30 ans, qu'on devient parent, ou que ça fait longtemps qu'on est dans une boîte, bah forcément, au Oui. bout d'un moment, on se dit, bah, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que ça a du sens? Ah oui, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est important? Est-ce que ce que je fais correspond à mes valeurs? Je pense qu'il y a le truc marrant avec Julie, en fait, ce que j'essaie de travailler avec ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas pragmatique. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est la confrontation entre l'absence totale de pragmatisme et le rêve, la représentation qu'elle se faisait d'avoir une maison d'hôte, Ouais. et la réalité de la maison d'hôte, qui est quand même de. Parce qu'en fait, elle part de. En gros, elle est consultante, elle se dit oh là là, j'en ai marre d'avoir un patron, et elle se retrouve à swapper son patron contre des clients qui sont encore pires. Et je pense que cette espèce d'illusion que l'indépendance est cool, c'est une illusion, parce qu'en fait, c'est pire. Être indépendant, c'est pire qu'être salarié. Parce que de salarié, t'as un patron à gérer du lundi au vendredi, mais après, en fait, quand tu sors, c'est terminé. Entrepreneur ou indépendant, c'est des clients qui te défoncent sur TripAdvisor toute la journée. Et je pense que ce que moi j'adore avec Julie, c'est que c'est ce qu'on voit quand même dans l'entrepreneuriat parfois, c'est des gens qui sont absolument pas pragmatiques.
et qui sont en mode: «Alors, comment je vais faire pour avoir mon petit logo, pour machin?» En fait, elle est toujours sur les sujets, périphériques Ouais. au truc le plus important, c'est-à-dire, pardon, mais avoir des clients et c'est tout. Et du coup, elle se dit, «Moi, je vais faire, voilà, des choses importantes, je vais faire des petits paniers garnis, faire des petites pots confitures, des petites fleurs séchées», mais en fait, le client, il en a rien à foutre. Il est là parce qu'en fait, il veut dormir, parce qu'il a un mariage à 30 kilomètres et comme je dis dans le spectacle, il y a aucun, hôtel du groupe Accor à moins de 5 heures, en fait, et c'est pour ça qu'il est là. Il est pas là pour les paniers garnis, il en a rien à foutre, et je pense que le décalage entre ce qu'on veut faire et la réalité de ce que demande le client. Enfin, il y a rien de, je trouve, de plus touchant. Et c'est à la fois très touchant. Ouais. C'est le pâtissier, tu sais, c'est le boulanger qui veut être pâtissier. C'est le gars, en fait, qui veut imposer son Paris-Brest. Mais les gens disent, ils passent devant son Paris-Brest, ils disent, ouais, non, je veux la baguette tradition, s'il vous plaît. En fait, les gens viennent pour la baguette tradition et son Paris-Brest, tout le monde s'en fout. Et je trouve que c'est à la fois touchant, cruel et en même temps très humain, quoi. Voilà. Tu observes beaucoup les gens et pour en tirer des personnages. Ouais. Qu'est-ce que tu observes de ridicule ou d'absurde chez les parents aujourd'hui? Chez les parents, bah, c'est d'abord, je trouve qu'ils sont très touchants parce qu'ils veulent faire. J'ai l'impression qu'on veut tout. Enfin, quand on est parent, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a quand même un truc de, on veut le bien. En fait, on veut faire bien, on veut faire des choses bien, quoi. Et donc, on va lire, on va se documenter. Moi, je trouve ça incroyable que aujourd'hui, on se documente, on lise des bouquins. Avant l'arrivée du bébé, tout le monde a lu, tout se passe avant. Je sais plus, c'est les 300 premiers jours. Enfin, on se documente, on essaie de faire les choses par soi-même et on essaie d'être, je pense, scolaire. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'espèce d'approche hyper scolaire de la parentalité, où en fait, on va se documenter, on va lire des bouquins, on va lire des blogs, on s'envoie des messages, on s'envoie des vidéos Insta qui parlent de ce qui est important pour le bébé. Voilà. Et après, non, ce que je trouve drôle, c'est ça. Et puis, moi, je trouve que ce qui est drôle, c'est d'en faire un deuxième, alors que le premier, déjà, t'éclate ta life. En fait, ça, je trouve ça incroyable. C'est évidemment la question qu'on se pose, et je pense que c'est la question que peut-être tu te poses, je ne sais pas. En tout cas, c'est la question qu'on se pose, nous, c'est être de deuxième. Et tu te dis, Ça et les injonctions aussi, ah, mais parce bien que tu as sûr, tellement... bien sûr. Moi, à la maternité, on m'a dit que c'était plus facile maintenant pour avoir un deuxième. Non, mais laissez-moi tranquille, je viens C'est d'avoir vrai, un petit bébé. c'est incroyable. Et toi, je suppose que c'est pareil, vous rentrez de chez vous avec un petit et c'est en mode... Et le deuxième, c'est pour quand? Exactement. Et c'est insupportable. Ouais, c'est Parce qu'en fait, quand insupportable. t'es marié, on dit, bon, déjà, quand t'es pas marié, t'es en couple, t'es pas marié, on te Ouais. dit, bon, le mariage. Parce que les gens veulent se rassurer, parce qu'ils veulent, en fait, que tu valides le choix qu'ils ont fait eux-mêmes. Et donc, en fait, ils veulent que tu te maries comme eux se sont mariés, que tu aies un enfant dans les 3 ans, parce que eux ont fait un enfant dans les 3 ans. Et en fait, ils sont frustrés que tu ne respectes pas les injonctions de la société, quoi. Parce que eux-mêmes en fait, en ont été soit victimes, voilà. Donc je pense que oui, je suis d'accord avec toi. C'est qu'en fait, t'arrives, t'es en relation depuis 3 ans, il faut que tu te maries. Quand tu t'es marié, il faut que tu aies un enfant. Et quand t'en as un, il faut un deuxième. Et moi, mes parents sont comme ça. Ils me disent, bon alors, ce serait quand même pas mal Oui, que puis en Gaspard, plus, tu viens d'une famille de 7 enfants, donc... alors bien sûr, je pense que mes parents ils sont incroyables sur ça, mes parents, et j'aime beaucoup mes parents. Et je me dis, ils m'ont, genre, je pense que aucun des, enfin, ils n'attendent pas de moi que je sois père, tu vois, de 7 enfants. Je pense que ils savent que c'est radical, parce que c'est d'une radicalité Ouais. folle. Avoir 7 enfants, c'est une radicalité, enfin, c'est complètement fou. Il faut s'imaginer que moi, ma mère, elle a fait ses enfants, elle a eu des enfants donc tous les 3 ans, entre 75 et 91 sans aucune limite. Enfin, tu vois, genre tous les 3 ans, enceinte, et nanana, et nanana. Et mon père à côté qui bossait. Enfin, je veux dire, c'est des tunnels. Déjà, un enfant, je vois que c'est un tunnel, mais 7 enfants, c'est un Ouais. tunnel. C'est le tunnel du Mont Blanc. Je veux dire, Mhm. tu rentres, t'es en France, tu sors en Italie. Enfin, c'est vraiment, c'est un truc de fou. Tu penses qu'un jour, tu feras un spectacle sur le fait d'être papa? Alors, je pense que les spectacles thématiques, c'est pas trop mon truc. Parce que je trouve que c'est trop enfermant. Mais je pense que les spectacles doivent évoluer avec ma vie. Donc, c'est sûr que, par exemple, mon fils aura beaucoup plus sa place dans un deuxième spectacle que maintenant. Parce qu'il est arrivé quasiment, tu sais, enfin, tu as besoin de maturer énormément avant d'écrire. Il y a quand même, l'écriture, c'est quand même l'expression d'une forme de maturité. Et je pense qu'il est arrivé trop tard par rapport à la construction du premier spectacle. Mais en revanche, c'est incontestable que dans le deuxième, et dans le deuxième spectacle, et si j'ai un deuxième enfant encore plus, bah forcément là, si tu veux, c'est tellement gros dans ta vie que tu en parles beaucoup plus, quoi. Donc peut-être que ça sera, oui, une partie de mon spectacle, mais plutôt un deuxième, je pense. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais au Guillaume d'il y a 10 ans, quand il voulait se lancer Ouais. dans l'humour et qu'il ne savait pas encore ce qui allait l'attendre? Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais en face aujourd'hui? je lui dirais, ne change pas grand-chose, doute comme tu doutes, parce que le doute est extrêmement important pour la création. Et essaye de, enfin, je lui dirais,
Alors peut-être un truc, si. Le seul truc que je lui dirais, c'est passe pas trop de temps au cours Florent, va plus vite sur le métier d'humoriste. C'est vrai. Parce que je pense que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à jouer des scènes classiques, etc. Alors ça m'a construit, mais je pense quand même que pour le métier que je fais aujourd'hui, 2 ans ou 1 an aurait suffi. 1 an et demi aurait suffi, et j'ai passé quand même 3 ans au cours Florent, très scolairement, et j'ai quand même séquencé le truc. Je fais plus trop ça. Maintenant, je séquence pas, je fais en même temps. Tu vois, je parallélise. Métier d'humoriste, métier d'entrepreneur, et j'ai fait les. Voilà, bon. Euh, je pense qu'à l'époque, je séquençais, je me disais, il faut finir les cours Florent, et après, tu écriras. Mais il y a aussi une forme d'autorassurement quand on se reconvertit, Bien quand sûr. on se lance dans une nouvelle voie. Ouais. On fait toujours des passages où on se prépare, on se prépare, on se prépare, mais en fait, on se lance pas vraiment. Oui, Et c'est une t'as raison. forme aussi de se rassurer. Procrastination, ah, Ouais. bien sûr, absolument. On procrastine parce qu'on a peur de se lancer. Mm. Euh, je pense quand même que j'ai. Tu vois, par exemple, je donne un exemple tout bête. Paul Mirabel. Paul Mirabel était en même temps que moi au cours Florent. Bon, t'as vu la carrière qu'il a. Il a une carrière, ça n'a rien à voir, c'est une carrière explosive, incroyable, un succès monumental. Mais c'est un garçon qui a fait 1 an au cours Florent, il s'est barré. Et dès la fin de la première année au cours Florent, il était au Festival d'humour de Paris, et il était sur scène tous les soirs. En fait, déjà au cours Florent, il était sur scène tous les soirs. Au Paname, à poncer ses vannes, etc. C'est-à-dire que lui, il a compris ce truc-là, que ça n'avait, en fait, que le fait d'être, ce que j'ai compris très tard. J'ai compris ça 5 ans plus tard, c'est-à-dire, bah non, en fait, pour être humoriste, il faut être sur scène et il faut jouer. Et j'aurais dû le soir, moi, voilà. Mais je pense que là, par contre, je pense que je sais pas si je serais encore en couple. Si j'avais été au cours Florent avec une entreprise, plus à faire des Ouais, scènes t'avais le besoin soir. de suivre ton rythme. Je pense. Donc je pense que je ferais pas des choses très différentes. Par contre, j'essaierais, enfin, je dirais juste, bah oui, fais au Vas-y. mieux. Ouais, vas-y et fais au mieux comme tu fais, parce que j'ai quand même l'intention de, enfin, j'ai une intention assez forte de faire des choses bien. Je pense que c'est ça à la fin qui marche. C'est de vouloir faire la très bonne vidéo, bien écrire, un bon spectacle, un bon truc. Voilà. Mm. Et si t'avais quelque chose à dire aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Je pense qu'il y a pas, les parents, bah, non, enfin, j'ai vraiment, j'aurais aucun conseil à donner parce que je suis un, mais non, le seul truc, c'est que je pense il y a pas vraiment de limite. En fait, on se pose des limites, incontestablement, on se met des limites tout le temps. Moi, j'ai vu ma sœur Constance Guisset, qui est quand même une designer, qui a beaucoup de succès, être maman. Alors, ça a été très dur, mais elle a eu ses 2 enfants et sa carrière a explosé, et je pense qu'elle fait partie aujourd'hui des 5-6 plus grands designers de France, et je pense qu'elle l'a fait en étant maman. J'ai une sœur, Hélène, qui, elle, a monté son cabinet d'avocat alors qu'elle avait son troisième qui arrivait, et qui a beaucoup de succès, qui a une dizaine de collaborateurs aujourd'hui dans son cabinet. J'ai vu, donc je pense quand même que tout est possible. Il faut juste être organisé, sans doute, et avoir des gens autour de soi, un entourage. Je pense que l'entourage, en fait, la qualité de l'entourage est Mm. indispensable. Voilà. Mais quand tu as l'entourage qui est hyper quali, tu peux être parent et faire autre chose à côté. Et pardon, Marine Leonardi, la définition même, et Blandine Lehoux aussi. Ouais. On peut être maman et exploser, et cartonner. Et moi, je suis pas un exemple. C'est-à-dire que vraiment, Marine Leonardi est un exemple de. On est maman et on cartonne. Et elle était chez Shiseido, elle a fait les secs, elle avait une carrière, elle est devenue stand-upeuse, elle a cartonné. Je dis pas que c'est possible pour tout le monde, parce que voilà, on n'est pas tous capables Mais d'encaisser c'est beaucoup de ça, et travail aussi, parce que c'est énormément Marine de en travail. parlait Ouais, notamment chez Bliss, ouais. elle a travaillé à fond, et pareil que toi, au début, ces scènes, c'était des flops. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Bah, oui, les flops, oui, et ça C'est ne s'arrête un jamais. passage obligé. C'est un passage obligatoire. En fait, ce qui est dur, c'est pour le moral. C'est-à-dire que là, Ouais. par contre, il faut accepter quand tu Non, es faut humoriste. encaisser, il Ouais. faut avancer. Oui, c'est-à-dire que tu te prends des bides, et pour l'ego, c'est terrible. Et je peux te dire que tu te mets en PLS dans ton lit le soir en disant. Parce qu'il y a quand même ce truc aussi de. Quand tu as un statut et que tu as réussi un peu dans ton métier, parce que Marine Leonardi, elle avait quand même un statut. Ouais. Une fille qui a fait les secs, qui était je crois qu'elle était à Ginette en prépa, fille brillante, qui, tu vois, travaille dans le groupe L'Oréal. Enfin, je veux dire, c'est quand même des carrières où tu gagnes bien ta vie, etc. Le coût d'opportunité, comme on dit en économie, lorsque tu as une carrière, un statut, pour dire ok, je fous tout ça en l'air et je vais aller au Paname et me prendre des bides, ça demande une force de caractère quand même de dingo, quoi. Mm. Mais le plus important, c'est de continuer malgré les flops, et voilà. Et tant qu'on peut, en tout cas, tant qu'on peut, parce que je pense qu'il faut être aussi. On peut être résilient, tout ce qu'on veut, mais il y a un moment aussi où
tout le monde peut pas encaisser ce truc-là, quoi. Et voilà. C'est quoi pour toi la définition du succès? Une vie réussie pour Une toi? vie réussie, bon, je pense que c'est un équilibre. Je suis obligé de dire, c'est terrible, c'est avoir une vie de famille quand même, une vie professionnelle, où on a, je dirais, de l'autorité dans son métier. C'est-à-dire quand même une forme d'autorité dans son métier, c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même reconnu pour ce qu'on fait. On a créé quelque chose qui n'est pas ridicule, où les gens se disent ah oui, tiens, elle a quand même, il a ou elle a construit ça quand même. Je veux dire, on peut pas enlever le fait que il ou elle a joué dans telle salle, il ou elle a construit telle entreprise avec tant de clients. Avec, je pense que quand même, voilà. Donc un succès professionnel, un succès familial, et arriver à maintenir tout ça sur le long terme et être en bonne santé, je pense que ça déjà, voilà, vivre confortablement en ayant, voilà, je pense que c'est un équilibre général. Et quand tes enfants te font pas la gueule et partent en vacances avec toi quand tu as 65 ans et qu'ils en ont 15 et qu'ils pourraient aller avec des potes et qu'ils partent encore en vacances avec toi, c'est que tu as réussi un truc, je trouve. Ouais. Voilà. C'est quoi le message que tu aimerais transmettre à ton fils avec cette carrière d'humoriste que tu construis quand il sera en âge de comprendre? Bah, je lui dirais, j'espère que papa te fout pas trop la honte, on t'a pas trop foutu la honte. Et puis non, non, je lui dirais, fais tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais fais-le avec le soin, avec beaucoup de soin, et en essayant de faire quelque chose de bien. Voilà, moi je crois vraiment à ça. Je pense que on peut vouloir être boulanger, artisan, tout ce que tu veux, mais par contre, faut être excellent, faut essayer d'être excellent, et donc beaucoup travailler pour créer de la valeur pour les autres. Voilà, pour créer de la valeur pour les autres, pour le public, pour les clients, pour les personnes qui écoutent le podcast. Donc c'est plus on va travailler, plus on va créer de la valeur, je pense, pour les autres. Et c'est ça qui... Voilà. Tu aurais une dernière chose que tu voudrais rajouter à cette Non, interview? non, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. C'était très sympa et c'était un plaisir d'échanger avec toi. Voilà. Venez le voir au palais, au Petit Palais des Glaces, Oui. C'est bien de le jusqu'à préciser, petit palais des Glaces. Petit Palais des Glaces. Ça remet, tu vois, ça remet l'ego bien au bon endroit. C'est pas la grande salle de 500 places, c'est celle juste en haut. Voilà, le petit KGB, 100 places. Mais Voilà. non. Merci Et beaucoup. ensuite, la tournée qui démarre. En avril jusqu'en juin. Voilà. Et donc, voilà, suivez Guillaume Guisset sur ses réseaux sociaux pour connaître les dates et les prochaines dates. Merci Et beaucoup. allez voir un spectacle, c'est hilarant. Merci beaucoup. Merci Estelle. Merci à toi, Guillaume.